Bonjour, bienvenue à cette école d'été du franco-provençal. Moi, je vais vous proposer un regard sociolinguistique sur le franco-provençal. On va parler de la situation linguistique entre la Suisse, la France, l'Italie et la mer Noire. La mer Noire, ce sera pour demain. Donc, aujourd'hui, on va parler de la région à laquelle on se réfère souvent comme la région autour du Mont Blanc. Donc, la région entre la France, la Suisse et l'Italie. Comme vous savez sûrement, la situation linguistique varie largement selon les pays. Donc, en Italie, là où vous êtes en ce moment, la vitalité du franco-provençal est encore importante. Au Val d'Ost, il y a encore des enfants qui vont à l'école en ne parlant que le franco-provençal. Et après, c'est là qu'ils apprennent l'italien et le français, donc les deux langues co-officielles de la région. Euh, En France, on ne trouve plus les situations de ce genre et la plupart des locuteurs sont ceux qu'on appelle souvent les locuteurs tardifs ou les néolocuteurs. Donc, soit les gens qui ont peut-être entendu le franco-provençal dans leur enfance, notamment s'il y avait les grands-parents qui le parlaient, mais qui eux-mêmes ont commencé à s'y intéresser seulement à la retraite, ou ils commencent à essayer de le reconstituer, si l'on veut, à partir des mémoires de l'enfance. Ou bien des personnes qui l'apprennent déjà à l'âge adulte à partir de différentes méthodes d'enseignement. Il faut dire qu'il y a quand même encore de locuteurs pour lesquels c'est la première langue apprise. Euh, Ils sont de plus en plus rares, mais il y en a plus que ce qu'on pense souvent. Par exemple, lorsqu'on a fait l'enquête en Savoie il y a quelques 5 ans, dans chaque commune, je trouvais quand même des personnes, des locuteurs natifs et un certain réseau de communication autour d'eux. Euh, Évidemment, c'est toujours assez compliqué. Euh, Parfois, par exemple, je m'adressais à la personne directement en franco-provençal parce que quelqu'un m'avait déjà dit que c'était un locuteur. Et puis, la personne me disait, non, en fait, moi, je le parle pas. Et puis, on parlait, une fois, ça m'est arrivé, on a parlé pendant 28 minutes avec quelqu'un en franco-provençal, mais avec quelqu'un qui me disait que non, non, mais moi, je le parle pas, mais etc. Euh, Tant pour dire, la situation peut être un peu plus optimiste que ce qu'on pense d'habitude, mais n'empêche que ça change d'une manière radicale par rapport à la vallée d'Ost. Et puis, donc la Suisse, le troisième pays, il y a un peu les deux types de situations, surtout dans les cantons protestants, le canton de Vaud, le canton de Genève. euh, la situation, disons, très similaire à la France. Donc, ce sont surtout les personnes, soit les locuteurs tardifs, soit les nouveaux locuteurs, euh, les personnes qui ne pratiquent pas la langue en quotidienne, mais où cette langue est plutôt, par exemple, mise en scène. Là, les deux photos que vous voyez, c'était la fête de vignerons de 2019, l'événement qui se passe tous les 20 ans. Et là, le franco-provençal était à l'honneur, notamment la chanson Laurence des Vates, qui était vraiment euh, un moment, le moment, disons, de tout le spectacle. Euh, mais voilà, les usages du franco-provençal sont souvent liés à ce type de contexte. Par contre, dans les cantons catholiques, Fribourg, Valais, il y a encore des locuteurs natifs, et notamment là sur la photo, vous voyez la commune des Volènes, qui est connue par justement le fait que le franco-provençal est toujours parlé là-bas, y compris par les enfants. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est après ce survol très très rapide, de penser un peu aux facteurs justement qui impactent la situation linguistique. Euh, le, la toute première considération serait de dire que la situation varie entre la montagne et la plaine. Donc, dans la montagne,
on a encore les réseaux de communication denses, multiples, qui sont maintenus et où le franco-provençal reste un marqueur important de l'appartenance à cette communauté locale, tandis que dans la plaine ou dans les endroits moins élevés, c'est la société qui est caractérisée par une mobilité importante et des liens sociaux, disons, moins denses et, euh, et plus nombreux en même temps. Et où donc la substitution linguistique est déjà assez ancienne. Mais si on se penche plus là-dessus, on voit que même par exemple dans la montagne, la situation quand même est très différente selon le pays. On va commencer par la question du territoire, pas en tant qu'aire linguistique délimitée sur des cartes dialectologiques, mais territoire comme lieu de vie de locuteurs franco-provençaux. Donc, historiquement, le facteur qui a modifié d'une manière cruciale l'économie locale et, par conséquent, la société alpine a été la construction de stations de ski et des barrages. Là, sur le slide, ce que vous voyez, c'est un petit morceau en franco-provençal de Tignes qui parle du cas emblématique justement de la commune de Tignes qui a été engloutie par les eaux du lac artificiel pour faire le barrage. De la même manière, lors de l'enquête en parenthèse, j'ai rencontré plusieurs personnes qui disaient comme quoi ils ont perdu leur terrain qu'ils avaient utilisé pour les travaux agricoles ou bien en tant que pâturage, justement à l'arrivée des stations de ski. Surtout pour ce qui concerne la construction des grands domaines skiables. Et justement, le motif récurrent de ce récit, c'est l'arrivée de ces gestionnaires des stations de ski qui sont venus de l'extérieur, donc pas de la région, et qui ont récupéré les terres agricoles contre, disons, une promesse d'une promotion économique et sociale. Notamment, ils ont proposé de les reloger dans les villes. Certains ont toujours apparemment, selon eux, des procès judiciaires sans fin, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Les pratiques de la langue ont disparu avec la disparition des réseaux de communication dans cette langue, la disparition bien physique par le dispersement de leurs membres dans les villes des fonds de vallée qui, du coup, souvent maintenant se rencontrent entre eux pour ranimer ses souvenirs de l'enfance, ce qui n'est pas du tout la même chose que la langue parlée au quotidien. Cela dit, il faut dire que 82% de l'économie des domaines skiables françaises est déléguée à des sociétés privées. Donc, ce sont souvent des entreprises qui peuvent avoir des sources de revenus aussi extérieures à la montagne, par exemple les parcs d'attractions, ce qui leur permet de sécuriser leurs activités. Mais en même temps, on peut bien se mettre en question quel est le profit de tout ça pour le territoire et pour la région. Et donc, pour le franco-provençal, on sait aussi que souvent, ce sont justement des travailleurs saisonniers qui arrivent travailler à ces stations de ski. Par contre, si l'on pense à la vallée d'Aoste, la situation est tout à fait différente. Ici sur la photo, vous reconnaissez sûrement Saint-Nicolas, mais en hiver. Et vous pouvez voir que tout ce terrain à côté de l'église est utilisé comme des pistes de ski de fond. Ce qui est très typique pour la région. Donc, les terrains agricoles ou les terrains qui sont utilisés comme des pâturages en été et qui évidemment en hiver ne sont pas exploitables, sont transformés en hiver à des stations de ski de fond, stations de ski alpin, etc. Ce qui fait que justement le développement du secteur tertiaire contribue à l'économie locale. Il est complémentaire à ce qui existait déjà, donc l'élevage, l'agriculture, etc. Et il contribue au maintien des réseaux sociaux existants, donc des réseaux
franco-provençalophone. Ce qui fait que le même facteur, donc le développement du secteur tertiaire, du tourisme, des stations de ski, etc., a eu un effet contraire dans ces deux régions, selon comment l'aménagement territorial a été fait. Juste un cas anecdotique, on a une page Facebook du centre et à tout début, elle s'appelait Noël di San Nicolas, donc les nouvelles de Saint-Nicolas. Après, on s'est rendu compte que peut-être c'était pas trop pratique pour le trouver. Et il y avait un moment où on a changé le nom en mettant tourisme franco-provençal parce que justement ce sont les deux aspects importants pour la commune. Euh, D'un côté, il y a le centre d'études franco-provençales, il y a le musée Serlon, etc. De l'autre côté, il y a le tourisme, surtout en hiver et en été. Et tout de suite, on a eu des commentaires de différentes personnes qui nous disaient comme quoi le franco-provençal se vestit d'habits qui ne sont pas les siens et des choses comme ça. Et si l'on y pense, en effet, si on regarde du point de vue, disons, bah là en l'occurrence français, mais bon, d'un contexte plus centralisé, euh, c'est vrai que ça semblerait presque un paradoxe. Tourisme et franco-provençal, parce que c'est à cause du tourisme, en quelque sorte, parmi autres choses, que le franco-provençal a disparu dans plusieurs endroits. Pourtant, c'est pas forcément le cas, justement ici, et ça peut ne pas être le cas ailleurs aussi. Donc, si on réfléchit un peu dans cette perspective, mais aujourd'hui, évidemment, les enjeux d'aujourd'hui sont toujours des enjeux touristiques, auxquels se rajoutent les enjeux écologiques, le réchauffement climatique qui est évidemment très visible dans les Alpes, etc. Et donc, toutes les questions qui se posent sur l'aménagement du territoire et l'économie locale, pour permettre justement au réseau de communication dans cette langue de continuer à exister. Parce que s'il n'y a pas des personnes qui parlent la langue, bah, évidemment, la langue n'est pas parlée. Alors, on va maintenant se pencher sur l'action de l'école, mais pas du point de vue de la politique linguistique, mais encore une fois, du point de vue de comment la chose est organisée. Je vais vous donner encore une fois l'exemple de Saint-Nicolas, puisque vous êtes à Saint-Nicolas. Alors, à Saint-Nicolas, il y a l'école maternelle et élémentaire au chef-lieu, à Fosso, comme on dit localement. Euh, et en tout cas, il y a quelques années, maintenant je ne réside pas là-bas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelques années, parmi les enfants qui venaient à ces écoles, il y avait aussi les enfants des hameaux voisins de la commune de Saint-Pierre. Donc la commune de Saint-Pierre, c'est celle qui est en bas, au fond du Valais. C'est la commune qui est 10 fois plus grande, il y a quelques 3200 habitants, contrairement à 320 à Saint-Nicolas. Mais donc, comme je dis, il y a certains enfants qui allaient à l'école à Saint-Nicolas. Si vous imaginez la même situation altimétrique, par exemple en France, forcément les enfants des amont en haut vont descendre vers le fond de vallée. Donc dans ce cas-là, ils seraient tous descendus à Saint-Pierre, voire même à Aoste, qui est juste à 16 km de distance. Et ce qui se passe là-bas, eh bien, s'il y a les gens qui sont venus un peu de coins différents, avec toujours ce présupposé, ce stéréotype que les patois de différentes communes ne sont pas intercompréhensibles, ce qui n'est pas vrai, mais ce qui est un stéréotype qui persiste. Et avec les gens, justement, les enfants de différentes familles de la ville qui ne sont pas patoisans, forcément, ils se seraient tous parlés en langue dominante, donc le français ou l'italien. En revanche, lorsque ça se passe localement, donc dans une commune de moyenne montagne, comme celle-ci, entre eux,
les enfants peuvent continuer à parler en franco-provençal. Moi, justement, quand j'habitais à Saint-Nicolas, je faisais quelques activités avec les enfants à l'école maternelle, une fois par semaine. Et là, je pouvais voir que justement, souvent en se parlant entre eux, ils parlaient en franco-provençal, y compris à des enfants, des familles qui n'étaient pas, dont les parents n'étaient pas valdôtains. Euh, et alors, ça, d'un côté, nous permet de réévaluer, disons, la question de l'école. Euh, et puis de notre côté, on peut penser aussi des activités plus en général, donc de l'organisation de la vie plus en général. Euh, si les gens descendent au supermarché ou en ville, s'ils vont travailler en ville, etc., etc. Si le village, s'il n'est pas de peuplé, comme c'est le cas dans plusieurs endroits, si ça se transforme de plus en plus en un endroit où on va juste pour dormir, voire en résidence secondaire, évidemment, euh, encore une fois, il y aura plus de réseaux de communication qui vont parler en franco-provençal. Euh, Lorsque c'est encore le centre de vie, euh, ces réseaux vont se maintenir. Alors, cet exemple de l'école est justement ce que j'ai mentionné des enfants dont les parents ne sont pas valdôtains, nous ramène vers un autre point que je voulais aborder, qui est un autre point important, celui de la migration. Une des idées reçues, c'est que on parle de moins en moins en franco-provençal parce que la population devient de plus en plus hétérogène. Euh, alors là aussi, si on reprend un instant l'exemple de l'école, on va voir que, par exemple, s'il y a les enfants des migrants, ne serait-ce que la migration interne, euh, directement, on va leur parler, si c'est donc le Val d'Ost, on va leur parler en italien. Parce que, voilà, ce sont pas de patoisons, on va les mettre à l'aise, etc. N'empêche que même si ces enfants, par exemple, ne parlent pas l'italien ou le français, personne n'aurait l'idée de ne pas leur parler en italien et en français. Ce qui fait que, franchement, on devrait plutôt remettre en question les représentations linguistiques des enseignants. Euh, Par exemple, toute cette idée que le franco-provençal serait une langue soi-disant innée, donc naturelle, qui ne s'apprend pas, etc. Euh, et de se dire que non, c'est une langue qui, comme une autre, qui s'apprend comme une autre aussi. Euh, Si on regarde à une autre échelle, je vais aussi partager euh, un exemple personnel euh, de mon enquête au Val d'Ost. Donc, au bout de 2 ans de ma résidence en Italie, j'ai reçu une lettre de la présidence de la région autonome euh, que vous voyez sur l'écran. La lettre qui est écrite entièrement en italien, avec les seuls mots en français, justement, présidence de la région, puis le nom du département. Et c'était une lettre qui m'invitait à prouver mon intégration dans la communauté, euh, notamment en prouvant la maîtrise de la langue italienne et de la culture civile. Donc, conoscenza della lingua italiana e della cultura civica. Euh, et après, donc, il y a eu un document avec plusieurs points. Euh, et ils évaluaient donc différents points, le niveau de l'italien, la connaissance de justement cette culture civile, etc., etc. Euh, on voit que déjà la seule langue et la seule culture, c'est l'italienne qui est mentionnée là-bas. Ce qui, soit disant au passage, est assez curieux
pour une région qui est officiellement bilingue. Mais même au-delà de ça, puisqu'on parle quand même du franco-provençal aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, dans ce document, il y avait plusieurs rubriques. Donc, on pouvait avoir des points un peu pour n'importe quoi, pour le fait de se rendre chez un médecin, par exemple, local. Mais il n'y avait aucun point qui mettrait en valeur la connaissance de la culture vraiment locale, donc franco-provençale, de la langue locale, franco-provençale, etc. Ça peut peut-être sembler plus ou moins, soi-disant normal, euh, mais si l'on le met en parallèle avec mon expérience réelle, mon vécu réel, euh, déjà tout se passait en franco-provençal. Euh, et même un autre cas anecdotique, au bout de quelques mois, je ne sais plus combien, mais quelques mois de ma justement résidence au Val d'Ost, j'ai dû avoir un papier officiel. Donc je demandais ce papier officiel euh, et lorsqu'on me le donnait, on m'a dit bah, regarde si ça te va. Euh, et c'était là le moment où on me dit mais en fait est-ce que tu parles italien? Parce que justement je l'avais jamais parlé et j'avais jamais eu la nécessité de le parler parce que au niveau de la socialisation locale, c'était que le franco-provençal qui était utilisé jusqu'au point où les gens ne savaient même pas si j'étais capable de parler d'autres langues. Euh, Si on compare cette situation avec la situation des villes, là on voit même un certain paradoxe. Euh, Par exemple, on pense un moment à la Suisse, donc la commune d'Evolène que j'ai déjà évoquée tout à l'heure. Euh, il y a les gens qui me parlaient de leur fille. Donc, leur fille qui a grandi à Evolène, mais qui n'était pas forcément intéressée à parler le franco-provençal lorsqu'elle était là, jusqu'au moment où elle est allée à l'école à Genève. Et puis Genève, euh, évidemment, c'est une ville très internationale. Déjà, la Suisse est un pays très international. Il y a quelques 25% de la population qui sont qui sont des étrangers. Euh, et tout ça sans compter les migrants mais naturalisés. Euh, Ce qui fait que à Genève, il était normal qu'un enfant ait une langue autre que le français. Et donc, tout au début des cours, la maîtresse a demandé, bon, quelle est votre langue? Et chacun avait sa langue. Euh, et donc, cette fille d'Evolène a dû dire, bah, c'est le patois. Et par la suite, elle était toujours sollicitée pour dire, par exemple, elle faisait des activités pour des comparaisons linguistiques, etc., euh, un peu du type éveil aux langues. Euh, Elle était un peu comme l'experte du franco-provençal des Volènes. Euh, donc, encore une fois, le même phénomène, mais on peut le regarder complètement différemment et ça peut avoir des résultats opposés. Là, le résultat était que tout d'un coup, elle s'était vraiment intéressée à cette langue qui l'intéressait pas autant que ça auparavant. La même chose, j'ai entendu en France aussi à propos de quelqu'un, une fille de Savoie, et qui est allée faire les études à Paris. Le dernier point que je voulais aborder, comme j'ai dit tout à l'heure, donc pour que la langue continue à être pratiquée ou bien pour une revitalisation linguistique, il faut que logiquement, il faut que les gens la parlent. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les gens auraient besoin de se retrouver dans cette langue. Donc, à l'échelle micro-locale, c'est plus ou moins une évidence. Mais qu'en est-il de l'échelle d'une région ou bien de l'ère franco-provençale en entier? Ces personnes peuvent très bien se comprendre aussi en français et en italien. Donc, quelles sont les représentations liées à cette langue et quel est le sens social de son usage par ces personnes.
Je vais me pencher sur l'exemple des laboratoires du franco-provençal que nous avons conçus et mis en place avec mes collègues du Centre d'études franco-provençal. Donc, nous avons fait jusqu'à présent 5 laboratoires de 2 journées chacun. On a eu plus de 60 participants et on a tout enregistré. Donc, il y avait un enregistrement audiovisuel, des fois avec plusieurs caméras, ce qui nous a permis d'avoir plus de 80 heures d'enregistrement. Je vous propose maintenant de regarder un exemple concret. Je me permets de reprendre un exemple que j'ai cité dans mon livre sur le franco-provençal. Ici, il s'agit d'une activité où on avait le ouais et le na, donc oui et non, collés contre 2 murs opposés. Et puis, on proposait à des participants des affirmations et ils devaient se placer dans l'espace, donc plutôt vers le oui, plutôt vers le non, au milieu, selon si c'était d'accord ou non. Euh, Dans l'extrait que vous voyez, l'affirmation c'était Fabalier d'Ivo, assis ceux qui sont piviou de non. Donc il faut, vous voyez les personnes qui sont plus âgées que nous. Je vous invite maintenant à le lire pendant quelques instants et après on va le discuter. Donc, vous voyez ici que les participants sont issus des contextes sociaux différents et ce sont les locuteurs des profils différents. Donc, il y a les locuteurs natifs, il y a les locuteurs tardifs, il y a les nouveaux locuteurs euh, issus de différentes régions de l'ère franco-provençale. On essaie toujours d'avoir la diversité géographique et aussi la diversité des profils socio-professionnels. Alors, si l'on commence par la fin, en fait, de cet extrait, ce locuteur-là, c'est un locuteur d'Evolène, en Suisse. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la commune où la transmission familiale du franco-provençal existe encore. Mais en même temps, l'usage de cette langue concerne presque exclusivement, quelques exceptions près, la communication à l'intérieur de la commune, donc avec les personnes qu'on connaît personnellement. Et donc, selon les affirmations de ce locuteur, on tutoie tous ceux qui parlent pas toi. En fait, il faut dire que à un autre moment, quand on était à Evolène, justement, la même personne m'a dit que c'est tout à fait récent, en fait, parce que encore la génération de ses parents, vous voyez leurs parents. Quand même, aujourd'hui, ça se fait comme ça. Donc, les pratiques, les normes actuelles, c'est ça. Euh, Si l'on regarde les participants valdôtains, on voit que pour eux, c'est la situation opposée. En tout cas, selon leur propre représentation, je souligne quand même ça parce qu'on sait que ce qu'on pense de ce qu'on fait est souvent très différent de ce qu'on fait réellement. Mais pour l'instant, on va quand même rester à ce niveau des représentations, des usages de la langue et donc de la communauté qu'il parle. Je vous ai mis ici quelques exemples pour approfondir un peu ce qu'on a vu dans l'autre extrait. Donc les exemples des discussions. Par exemple, il y a une personne qui dit mais reconnu ce pod dans le thé de Wille d'or, le même thé là encore la valeur. Invece le thé que nos balions et le trouve superficiel. Je le vis mal. Donc, je me reconnais pas dans le tu d'aujourd'hui. Mon tu a encore une valeur. Par contre, ce tu qu'on utilise maintenant, je le trouve superficiel et je le vis mal. Ou bien une autre personne qui nous dit que justement quand un Italien on la tutoie, par exemple si elle va au supermarché et on lui dit quelque chose comme donne-moi 20 centimes, euh, elle se sent offensée. Euh, donc ici, en fait, dans le discours, c'est en fait la vision opposée donc du franco-provençal. Il y a encore une participante qui nous a dit, je la cite,
Nå vil ikke se en veldig dove communauté che par rapport i reis la una vision tchèque différente. Donc, on a au Val d'Ost deux communautés qui ont une vision un peu différente par rapport aux racines. Euh, Justement, ces deux communautés, ce n'est plus comme c'était le cas justement en Suisse, donc les nous qui sont de la commune et les autres qui viennent, mais ce sont les deux communautés dans cette région, mais qui ne partagent pas les mêmes valeurs. Euh, Comme vous savez peut-être, en italien, effectivement, on utilise beaucoup de tu, en fait, euh, même avec des personnes qu'on ne connaît pas. Euh, et selon une participante, comme vous avez vu donc dans l'extrait, il y en a une qui dit le respect fisse resto piglio a notre langue, donc le respect serait resté plus attaché à notre langue. Euh, Finalement, si on arrive à en fait à la première personne qui parlait dans cet extrait, c'était un nouveau locuteur, et lui il dit aussi qu'il tutoie tout le monde s'il parle en franco-provençal, mais qu'il ne le fait pas s'il parle français, c'est un participant français. Parce que pour lui, justement, ceux qui parlent franco-provençal, c'est cette communauté de pratique des gens qui se reconnaissent dans le fait de parler cette langue. Euh, En gros, c'est la seule chose qui les lie. Euh, donc, on voit que les représentations linguistiques sont tout à fait différentes, même si l'on pense à des choses aussi basiques que ça. Donc, si on parle en termes sociolinguistiques classiques, on peut parler de la compétence communicative, donc en termes de Himes, donc le savoir de ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, à qui, quand et comment. Euh, on voit que déjà, c'est pas partagé. Et en plus, la représentation justement de cette communauté franco-provençalophone varie largement selon le type de locuteur et les types de contexte d'où ils viennent. Si l'on analyse ça en termes d'axes de différenciation euh, par rapport à les italophones ou les francophones, donc en d'autres termes, quelles sont ces valeurs, qu'est-ce que parler franco-provençal veut dire pour ces personnes, euh, on voit que justement, ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Tout d'abord, pour les uns, c'est la sociabilité en mode face à face, et c'est ce lien avec la commune ou la région, le territoire. Ou bien, pour les autres, c'est vraiment le détachement du territoire concret, d'une commune concrète, et aussi souvent de la communication orale de face à face, au profit d'une communication qui est géographiquement beaucoup plus large et souvent transfrontalière, mais socialement beaucoup plus restreinte, euh, et de fait, elle est limitée évidemment à justement cette population qui a l'habitude d'utiliser l'Internet, d'utiliser les réseaux sociaux, etc. Parce que souvent, c'est comme ça que ça se fait. Euh, de notre, de notre côté, donc, pour les uns, il s'agit de ces valeurs traditionnelles, etc. Pour les autres, c'est les valeurs modernes. Euh, Ça, on n'a pas vu dans cet extrait, mais souvent, il s'agit justement de se détacher de ce monde agropastoral du passé, etc. Euh, et d'aller plutôt vers euh, le monde globalisé et aussi l'innovation. Euh, et donc, en ce sens-là, on voit que justement, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, et même ça veut dire euh, l'opposé. Hein, donc, pour finir, je dirais que ce qui permettra, à mon sens, de maintenir ou de revitaliser le franco-provençal, c'est justement le fait d'assurer que d'un côté, les gens aient des opportunités pour utiliser cette langue, et de l'autre côté, qu'ils aient quelque chose à partager, en fait, et à se dire. Donc, il s'agit d'un côté de l'aménagement
territoriale, dans un sens très large, et de notre côté aussi d'une vision de la société à partager. Et justement, nous avons conçu cette école d'été comme interdisciplinaire parce qu'il existe justement cette nécessité d'avoir un regard holistique sur la société franco-provençale. Donc, pas qu'il y ait celui-ci qui s'occupe des combats de vaches, celui-ci qui s'occupe du lexique alimentaire, celui-ci qui s'occupe, je sais pas, des paradigmes du futur, etc. Mais d'avoir vraiment un regard d'un ensemble. Euh, Si vous avez le temps et l'envie, je vous propose une petite activité que vous pouvez faire. C'est justement cette activité de oui et non. Euh, et la phrase est similaire à celle qu'on a vue discuter, mais un peu différente. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu les bails divo. On vous voit quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et vous pouvez voir où ça vous amène. Et puis, demain, on va parler donc d'un tout autre contexte, du franco-provençal à la mer Noire. Merci de votre attention et n'hésitez pas à me joindre si vous avez des questions ou des commentaires.